Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Maison 8. Aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Mathilde d'Energy Ethics Vibes. Mathilde est thérapeute énergétique et plus particulièrement messagère de l'invisible. Donc c'est très à propos avec Maison 8 qui plonge dans l'invisible. Alors Mathilde, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que ça signifie, messagère de l'invisible? Alors déjà, bonjour à tous et bonjour Bérénice. Pour résumer Merci. le terme de messagère de l'invisible, je trouve que c'est un terme qui est approprié pour évoquer le pont qui se fait entre le monde subtil et le monde matériel. Donc que ça passe par la communication animale, mais aussi la communication avec les défunts, le soin énergétique en lui-même ou encore la guidance, je trouve que c'est un terme qui représente vraiment le principe d'être un canal en fait. Donc c'est médium en fait, messagère de l'invisible, si on prend avec des mots que tout le monde connaît plus ou moins. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Littéralement parlant, effectivement, ce serait médium. Maintenant, j'ai à cœur tout de même de placer ce terme de messagère de l'invisible pour justement ne pas être réduite à une idée préconçue de la médiumnité. C'est vraiment pour ouvrir les Hmm. consciences sur ce qu'est finalement un médium, puisque quand on prend la signification propre du mot, médium, c'est le milieu. Donc effectivement, je suis au milieu entre les différents mondes. Maintenant, dans l'inconscient et le conscient collectif, le médium est souvent associé à un contact avec des défunts. Et on s'imagine tout de suite que derrière le mot médium, on voit les morts ou on les entend, sauf qu'il y a quand même quelques petites particularités. Donc, on peut qualifier ça de médium, mais il y a quand même des subtilités. Hmm. Et pour toi, c'est quoi les subtilités justement entre médium et messagère de l'invisible? Alors, la subtilité, selon moi, ça va être plus la façon de retranscrire les messages qui sont canalisés ou reçus. On a plusieurs types de canaux médiumniques, donc c'est pour ça que généralement quand on dit je suis médium, on s'attend à les voir ou à les entendre. Sauf que on a Bien sûr. possibilité aussi et surtout, avant tout, je pense, de les ressentir. Il va s'agir ensuite de trouver la bonne balance entre le principe de ressentir et le principe de retranscrire. C'est pour ça que j'ai intégré à l'image de mon métier le terme de messagère, puisque ma principale particularité dans tout l'exercice de mes fonctions, finalement, c'est de retranscrire ce qui a été ressenti ou canalisé par l'intermédiaire d'audio ou de lettres ou de format PDF. Donc c'est vraiment j'ai pas la prétention de dire que je me fais porte-parole, mais en tout cas pour les gens qui me choisissent, je suis le scribe, mais aussi celle qui va donner la voix à ceux qui ne peuvent pas être entendus finalement. Comme les animaux, comme les défunts, donc C'est ça, de ce que tu disais. exactement. Oui, et c'est vrai que c'est pas forcément facile en tant que, on va dire, thérapeute, médium, messagère de l'invisible, de retranscrire exactement ce qui est perçu parce qu'en fait, on a toujours notre prisme, on a notre façon de voir les choses, d'exprimer. Donc, c'est comment toi tu sais, enfin, comment tu fais pour te dire là, peut-être que c'est un peu prismé ce que je vais dire, et là, je me rends compte que je transmets vraiment ce qui est dit par le défunt ou ce qui est ressenti par l'animal, peu importe. Comment tu trouves le juste milieu, toi? Je dirais que déjà la clé quand tu es thérapeute, énergéticienne, ou en tout cas que tu es une personne qui est à l'écoute des autres et qui a envie aussi d'être écoutée, c'est de ne pas passer par l'interprétation. Et c'est ce que je transmets à mes élèves en communication animale. Nous n'interprétons pas. Il faut toujours avoir cette image, si tu veux, d'être un réceptacle et qu'il y a des mots qui viennent remplir finalement ce réceptacle. Et toi, par l'intermédiaire de tes connaissances, mais aussi des tournures de phrases, tu vas coller vraiment fidèlement à ce que tu as ressenti et ce qui t'a été transmis. C'est pour ça que je trouve intéressant que dans le monde énergétique, on choisisse un thérapeute plutôt qu'un autre. Tout va dépendre justement de la façon dont le thérapeute choisit de retranscrire les choses. Je n'interprète pas, et je le dis souvent en guidance ou en communication animale ou avec des contacts défunts, puisqu'on est quand même sur des sujets qui sont parfois très sensibles et qui
bien sûr. En fonction de la façon dont la phrase est tournée, ça peut être présenté de façon culpabilisante ou jugeante. C'est pour ça Mm. que là, ça va être les valeurs humaines qui vont entrer en ligne de compte. On ne juge pas, on n'interprète pas, on ne retient pas les informations. Donc finalement, ça va être de la tournure de phrase basique, mais j'ai envie de dire sans personnalité. Alors pour préciser sans personnalité, c'est que on va faire passer l'émotion de l'autre, mais c'est pas à nous d'augmenter cette émotion par le choix d'un mot ou un autre. C'est un exercice un petit peu périlleux. Je m'imagine souvent sur un fil entre deux montagnes où effectivement tout est une question de dosage finalement. Donc il faut Ouais, c'est utiliser sûr. les bons mots, mais aussi les bonnes émotions pour ne pas provoquer chez l'autre un inconfort qui serait difficilement gérable. Oui, ou qui n'est juste, tout simplement, n'est pas juste. Donc, c'est sûr. C'est une éthique personnelle qui est hyper importante à avoir. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement le nom de ta marque, Energetic Vibes? Parce que j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire à ce niveau-là Oui, et que c'est important pour toi. pour revenir justement sur ce que tu introduisais, justement, la base de la transmission de ces messages, mais aussi de la réception, j'ai fondé l'image de ma marque, mais aussi l'image de mes valeurs personnelles basées sur l'éthique, d'où le jeu de mots énergie, éthique, vibes. La vibes, parce qu'on est sur effectivement quelque chose qui n'est pas vraiment palpable, on est plutôt sur un mood un peu énergétique. L'éthique, c'est justement pour véhiculer cette image de non-jugement, d'expérience plutôt que consultation pure et dure, mais aussi l'échange qu'il y a entre les deux personnes. Je constate qu'aujourd'hui, au niveau des pratiques spirituelles, il y a de plus en plus de dérives. Et pour en avoir fait les frais, moi personnellement, je me suis promis que jamais je n'aurais à cœur d'infliger ça à quelqu'un qui, à un moment donné, fait appel à mes services. Donc l'éthique est basée au cœur de toute ma pratique. Si je ne devais retenir qu'un seul mot du nom de ma marque, ce serait éthique. J'enlèverais énergie et vibes, je garderais que Mm. éthique. C'est vraiment ma marque de fabrique. Donc pour toi, l'éthique, ça se traduit par le fait de retranscrire avec le plus de vérité possible ce qui est perçu, enfin ce que tu ressens à tes consultants. Et est-ce que ça, voilà, ça passe par quelque chose d'autre, de, je sais pas, dire toujours la vérité? Tu peux nous Bien expliquer un sûr. peu plus ce que tu entends par là, par éthique? Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez long, mais on constate souvent qu'en communication animale, par exemple, il y a une charte de déontologie. On parle de code éthique en communication animale. Sauf que d'un point de vue plus général, l'éthique et la définition de ce mot-là va être différente chez chacun. De ce que moi j'ai envie de transmettre, c'est dans l'éthique, c'est par exemple ne pas abuser de la vulnérabilité de la personne qui est en face. Généralement, quand on demande une consultation, c'est que quelque part, on a besoin d'aide. Pourquoi je mets des guillemets? Je n'aide pas les gens. Je les accompagne sur le moment qu'ils ont choisi. Je ne suis personne dans leur vie et je ne leur retire pas la responsabilité qu'ils ont de se prendre en main, eux, en tant qu'humains, dans le cadre de leur développement personnel. Je n'ai pas envie non plus d'insuffler une quelconque façon de penser. Je n'ai pas non plus envie de parler de religion. Je n'ai pas non plus envie d'aller finalement sur des sujets qui insuffleraient une façon de penser ou une façon de se comporter. Non, on peut aussi, avec éthique, justement, parler de notre pratique, mais poser des limites finalement. Pour moi, l'éthique, c'est vraiment poser des limites. J'ai pu constater que personnellement, lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui, de son côté, n'avait pas posé les limites, moi étant vulnérable à cette période-là, c'est juste quelque chose de très explosif et de très destructeur. Donc, comment peut-on se prétendre Mm. thérapeute lorsqu'on participe quelque part, que ce soit conscient ou inconscient? Pour moi, c'est la même chose, qu'on participe finalement à la destruction de l'autre, la destruction mentale, ou qui peut être Mhm. parfois physique. Mais l'éthique, c'est vraiment ne pas mettre d'ego dans ce qui est transmis ou dans ce qui est reçu, ne pas avoir d'intention cachée ou mal intentionnée. C'est vraiment quelque chose pour moi qui doit être lisse et lisible même entre les petites lignes.
en tant qu'ancienne assureur, je me trouve légitime de pouvoir utiliser cette expression. Et est-ce que tu dirais que justement cette expérience traumatisante que tu as vécue avec un thérapeute qui a usé justement de ta vulnérabilité, c'est de là que tu as eu envie de créer cette entreprise? Comment, en termes de chronologie, comment ça s'est passé tout ça? Disons Quel a été le que cheminement intérieur? au moment où j'ai rencontré cette personne, dans le cadre d'une formation bien précise basée sur l'énergétique, cette personne ne faisait pas à proprement parler de la formation sur le papier. Avec les échanges que nous avons eus et l'expérience malheureuse que j'ai pu avoir, je me suis dit, on est toujours, quand on est vulnérable, en fait, on est toujours un petit peu, encore une fois, sur un entre-deux, puisqu'on ne sait pas vraiment comment se positionner. Et c'est là que justement le gourou, si on peut l'appeler comme ça, va saisir sa chance. Il voit l'opportunité de pouvoir t'induire des choses que peut-être naturellement tu n'aurais pas faites. Donc dans un cadre de spiritualité, on te fait croire, sous couvert de la spiritualité, que justement c'est OK. Je trouve ça particulièrement abject. Et je me suis posé la question, est-ce que je donne ma voix à la justice concernant ce que j'ai vécu? Est-ce que je parle ou est-ce que je me tais? Les choses ont fait que, pour mon histoire, et c'est seulement mon histoire personnelle, aujourd'hui, j'incite les gens à dénoncer tout ça. Et d'ailleurs, sur Insta, il y a énormément de personnes qui ont créé des comptes pour libérer la parole. Je pense à Coup de grâce, par exemple. Je me suis posé la question, est-ce que je parle ou est-ce que je me tais à jamais, finalement? Et dans un premier temps, j'ai décidé de me taire, mais mon corps n'a absolument pas supporté le fait de finalement continuer dans cette toxicité qui, pour moi, m'embrigadait. Donc, je me suis dit, j'ai envie maintenant de m'adresser aux gens avec une transparence telle que si un jour j'ai une mauvaise intention, les gens que j'ai en face de moi, qu'ils soient vulnérables ou pas, ils la verront. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur comment je pouvais retranscrire ça dans la création de mon entreprise. Et je me suis dit, finalement, plutôt que de te ressasser sans cesse ce qui s'est produit avec cette personne, préviens avant que ça arrive. Donc, lorsque j'ai des consultants, je fais toujours un petit laïus avant de commencer une guidance, par exemple, en leur disant, je rappelle que je ne détiens pas la stricte vérité dans la guidance, que dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, que vous choisissez en conscience les choses que vous avez envie de vivre, etc. Donc, ça, je trouve que ça positionne l'humain, finalement, que j'ai en face de moi, dans un cadre sécuritaire. Et je me rends compte que depuis que Bien sûr. j'ai mis en place cette façon de travailler, et je constate, ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de thérapeutes qui commencent à prendre ce sens-là, je constate que ça a été ma propre guérison personnelle, finalement. Donc toi, c'est pas passé par la parole le fait de te battre contre cette personne qui t'a traumatisé, mais c'est d'avoir un autre combat et le fait d'incarner justement cette personne que tu aurais aimé avoir à l'époque où tu étais vulnérable, C'est ça. Comment finalement finalement. Mm. transmuter quelque chose d'absolument abject, Ouais. comment le rendre joli et surtout donc passer par le processus de guérison qui m'était personnel et qui m'est encore tous les jours un peu personnel, hein, parce que c'est intéressant toujours de prendre du recul sur ce qu'on a vécu, mais surtout comment me mettre au service des autres pour que ça ne leur arrive pas finalement. Donc c'est peut-être quelque chose d'égotique, si on veut l'entendre ainsi, mais pour moi c'est pas négatif. Donc Mhm. placer ma pratique au centre de l'éthique, ça m'a permis une guérison personnelle, mais aussi d'être toujours vigilante sur la façon dont je m'adresse aux autres. Et ça m'a aidé sur énormément de points. J'ai compris que les mots avaient des conséquences au-delà des actes et qu'il suffit d'un mot prononcé de travers pour qu'en face, on puisse détruire énormément de choses. Et donc, c'est ce pourquoi je lutte Oui. aujourd'hui. Oui, parce qu'en tant que thérapeute, on a un certain, entre guillemets, pouvoir, parce que justement des personnes qui nous prennent pour des... Enfin, comment dire ça avec tact, qui nous prennent pour des experts, mais des fois qui nous mettent un peu sur un piédestal. Donc évidemment, on est des experts de notre domaine, mais qui peut-être qui pensent trop qu'on a une vie extraordinaire et qu'on est des
des personnes extraordinaires et donc vont prendre pour du cash tout ce qu'on dit. Mhm. Et ça, c'est assez dangereux parce que on est, peu importe qui nous sommes, on est comme tout le monde en fait. On va aux Exactement, toilettes, oui. pareil. On a tous notre colère, nos ressentiments. Enfin, on a rien de mieux. Personne n'est en dessous, personne n'est au-dessus. Et c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre pour certaines personnes qui sont justement dans cette découverte aussi de la spiritualité et qui se disent mais attends, mais moi je viens juste de découvrir la spiritualité, l'énergétique. Et il y a cette personne, elle est extraordinaire, elle est là où je veux aller, elle est énergéticienne, médium, elle fait des formations, c'est waouh, ça doit être un demi-dieu en fait. Mais c'est ça, c'est Et c'est que justement sur ça que c'est hyper important de faire gaffe, oui. on a Vas-y, tendance dis-moi. à... Déjà, il faut comprendre que, effectivement, thérapeute, c'est pour ça que je mets en premier messagère de l'invisible, pour justement rappeler qu'on est sur la même ligne, on est sur une ligne directrice qui est finalement horizontale. Moi, je ne fonctionne pas à la verticale. Je ne suis pas là ou je ne suis pas là, peu importe. Je me place au même rang que mes consultants. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de faire ce métier-là en fonction de mes expériences de vie, en fonction de ce que j'ai envie de donner aux autres, mais les autres aussi m'apprennent. Moi, quand je suis en consultation avec les consultants, je suis face à des humains. Ces humains aussi ont une expérience de vie qui peut venir nourrir finalement les manquements que j'ai dans mon histoire. La seule différence, c'est qu'effectivement, je suis payée pour ce que je fais. Je fais payer mon temps. Mais en aucun cas, quand je tombe sur des personnes qui me disent ah, mais Mathilde, votre parcours est formidable, comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez fait, je vais juste parler de formation à proprement parler. L'expérience de vie est propre à chacun. Mhm. Il y en a qui ont besoin de passer par des expériences malheureuses pour la transmuter vers quelque chose de plus joli. Il y en a qui n'ont pas besoin de passer par ces souffrances pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est vraiment propre à chacun. Au même titre que certains diront oh ben moi, depuis que je suis petit, je vois les défunts, donc j'ai décidé de me mettre au service des autres. Mais c'est vraiment propre à chacun. Donc quand on me demande Mathilde, comment tu as fait, je vais donner le nom de mes formateurs pour qui j'ai énormément de respect, mais je peux pas. Je suis consciente que parfois, Résumer ta vie c'est en ça. 5 secondes. Je suis consciente que parfois Ouais. j'inspire, mais il faut que ça reste au statut d'inspiration. Je n'ai pas envie de tomber dans l'admiration, parce que c'est là que justement que la Mhm. personne en face perd totalement son discernement. Comment veux-tu faire des choix dans ta vie si tu n'as déjà pas le discernement nécessaire et le recul nécessaire sur une situation? Et comme je le dis, je n'aide pas les gens, je les accompagne. Donc, dans l'accompagnement, il y a le début et la fin. Après, j'enlève les filets de sécurité et c'est eux qui choisissent. Je serai toujours en backstage si jamais effectivement il y a ce besoin de reconnecter ou d'exprimer des émotions et des mots, mais je ne prétends absolument pas changer la vie des autres et j'ai envie que tous ces autres messagers de l'invisible finalement fonctionnent ainsi. On est au-delà d'un prêté pour un rendu. On n'attend rien. Donc effectivement, il y a la sphère financière, mais bon, ça, comme tout travail, moi, c'est pas quelque chose de bloquant pour moi. Mais agissons avec éthique plutôt que d'agir avec le financier. Ça finit par se savoir. Et c'est justement pour Bien ça que sûr. tu mets en place tous ces podcasts, pour pouvoir libérer la parole de ceux qui ont envie d'apporter quelque chose de constructif. Bien sûr. Et les gens comme toi pour qui justement l'éthique c'est important, qui ne se mettent pas au-dessus. Je trouve que c'est tellement important parce que aussi pourquoi j'ai fait ce podcast, moi aussi il y a ce côté transmutation, prendre quelque chose de malheureux et en faire quelque chose de beau comme ce projet de podcast. C'est que moi au début quand j'ai commencé la spiritualité, je suis allée à fond dedans, mais à corps et âme, à corps perdu, et apprendre à boire toutes les Mm. paroles de toutes les personnes que je pouvais trouver sur YouTube et à prendre ces gens pour... Alors évidemment, j'étais plus jeune, alors peut-être que les personnes qui nous écoutent ont un certain âge, sont passées par des phases différentes. Moi, j'avais la vingtaine.
Donc j'étais hyper dupe. Mais pour moi, c'est hyper important que les gens prennent conscience du pouvoir qu'ils ont Mm. et que personne, mais même le plus beau des gourous, mais pas au sens négatif, mais un vrai gourou, un vrai maître ascensionné qui peut vraiment inspirer, bah en fait, ces personnes-là te diront toujours, mais toutes les réponses sont en toi, en fait. Et c'est Et d'ailleurs ce ça, peut-être qui, les gens ont du mal à... c'est d'ailleurs ce qui peut énerver les consultants quand je leur dis, mais les réponses sont en vous. Oui, Oh là là, mais c'est la réalité. oui, parce que ça demande un tel travail, oui, C'est ça. mais oui. Parce que ça se fait pas en 5 minutes. Non. C'est pas en payant une consultation 150 ou 500 euros que tu vas avoir une meilleure réponse, en fait. Pas du tout. Non. Tout dépend de toi. Et puis je dirais que c'est aussi une affaire de personne. Donc quand je vois Ouais. que c'est un peu la course, moi j'appelle ça la course aux thérapeutes sur les réseaux. Tous les jours, il y a des nouveaux thérapeutes qui pop de partout et c'est très bien. On est énormément sur Terre, j'aurais pas le chiffre exact, mais il y en a pour tout le monde. Donc, je trouve que c'est avant tout une histoire de rencontre et une histoire de feeling humain. La personne qui sera bonne pour moi ne sera pas forcément bonne pour une autre. L'essentiel, c'est de trouver des valeurs communes dans l'exercice de ces fonctions. Si déjà tu as l'éthique qui est placée au centre de la consultation, je dirais que tu as au moins 50% du travail qui est fait. Ensuite, c'est qu'une histoire d'expertise, de vision des choses et de feeling aussi. Et des fois, c'est même pas, quand tu parles d'expertise, des fois, c'est même pas avec justement des outils extraordinaires, révolutionnaires que tu peux aider les gens à aller mieux, mais c'est juste, des fois, juste la qualité d'écoute qui fait que tu permets à la personne de prendre conscience de tellement de choses. Et c'est magnifique, je trouve, Mm, à chaque fois. complètement. Alors, je sais pas si ça sort un peu du sujet peut-être, mais au niveau des animaux, parce que là, tu as beaucoup parlé des humains, enfin, comment tu accompagnes l'humain. Comment ça se passe quand tu fais du travail avec des animaux à ce niveau-là? Et comment tu remets aussi justement l'éthique au centre de cette communication animale, de tout ce travail que tu fais thérapeutique? Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans la communication animale, lorsqu'on est bien formé, on nous apprend qu'effectivement, il y a un code éthique sur la posture du thérapeute vis-à-vis de l'animal, mais aussi vis-à-vis du gardien. On ne parlera pas de propriétaire de chien ou de chat ou peu importe, on parle de gardien. Donc déjà, ça donne un premier aperçu sur la notion d'égalité entre l'animal et l'humain. On n'est pas sur la supériorité de dire je suis propriétaire de cet animal. Administrativement parlant, oui, effectivement, on est responsable, mais au niveau énergétique, on est vraiment sur le même pied d'égalité. Et encore, des fois, j'ai tendance à dire que les animaux ont beaucoup plus à nous apprendre que nous. Et en tant Oui, que, c'est clair. oui, et en tant que communicante animalière, eh bien finalement, c'est pas tant l'animal que je gère, c'est plutôt l'humain, le gardien qui y est associé. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas nécessairement la notion de faire du mal à l'autre, de rendre quelqu'un jaloux, de détruire. On n'est pas sur quelque chose de négatif. Donc, quand on va s'adresser à un animal, déjà, on ne l'accuse de rien. Quand j'ai des consultants qui me disent oui, est-ce que tu peux dire à mon animal qu'il arrête de faire ses besoins sur mon canapé, ça me gêne. Alors, ok, effectivement, en tant que gardienne de 4 chiens, je peux comprendre ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe derrière ce mal-être finalement? Donc, moi, je ne vais pas reprendre le gardien en disant ah non, il ne faut pas accuser votre chien ou votre animal. Je vais adapter mon discours de façon à le présenter correctement vers l'animal pour lui donner la place nécessaire et l'envie de s'exprimer sur quelque chose qui sans doute le pèse. Donc tout ça est transparent, encore une fois, on revient sur la notion d'éthique, puisque dans mes comptes rendus de communication animale, on voit que j'ai reformulé la question, ou en tout cas dans la façon dont c'est présenté au niveau de la retranscription, on voit que c'est pas de l'accusation et on voit pas qu'on est dans un rapport de force. Donc, je vais plutôt orienter les mots toujours sur la même idée. Si on prend la problématique comme cité dans l'exemple, pourquoi tu fais tes besoins sur le canapé, c'est encore un peu accusateur. Donc moi, quand je connecte avec l'animal, je vais plutôt présenter la chose. Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer
au travers le fait que tu fasses tes besoins sur le canapé. Et donc là, l'animal se sent un petit peu plus écouté, un petit peu plus pris en considération. Il ne culpabilise pas parce qu'il y a des animaux qui sont extrêmement sensibles aux énergies de leur gardien et qui se calquent vraiment dessus. Mhm. Donc dès lors qu'ils entendent que le gardien est dans une position négative ou gênante, l'animal peut se refermer et là, lui, se mettre tout seul en position d'infériorité. Et donc ça peut créer justement des peurs d'abandon, des peurs d'insuffisance, le sentiment d'être nul, le manque de confiance en soi. Donc c'est pour ça que je disais que les mots ont vraiment leur importance. Donc par rapport à la communication animale, justement, je vais venir auprès de l'animal reformuler la phrase de façon à créer finalement un espace commun de liberté d'expression sans jugement et avec respect du code éthique animal. Ça doit pas être évident parce que c'est vrai que la réaction première quand on a un animal qui fait ses besoins sur le tapis Oui. tout neuf que tu viens d'acheter, c'est de péter un Mais câble. moi, la première, hein, Enfin, la clairement. réaction, mais oui, la réaction normale des gens, même ceux qui sont pas dans l'énergétique et voilà, qui connaissent pas toutes ces pratiques, Mm. bah, c'est juste tu prends l'animal, tu l'engueules, tu lui mets le nez dans le caca, limite, enfin, j'espère que les gens vont arrêter de faire ça, Oui, mais limite tu vas lui taper dessus, quoi. c'est ça. Enfin, Mais c'est pour ça justement que, et c'est hyper violent. bah voilà, et c'est justement toute la beauté de la communication animale, c'est quelque part, c'est de la médiation en fait. Alors la médiation animale, c'est encore Mm. un autre métier, hein. Là, je me concentre uniquement sur la définition littérale du sens médiateur. C'est être entre les deux et Ouais. trouver finalement un terrain commun à l'entente entre un animal qui a besoin de s'exprimer, il ne peut pas parler, donc il va s'exprimer avec des actions. Et nous, en tant qu'humains, les actions aussi ont des conséquences. Donc l'objectif, ça va être, alors bien évidemment, on peut être énervé, hein, c'est normal, hein, il ne faut pas non plus être passif Oui. devant ça, mais c'est finalement Mm. une façon, euh, c'est l'animal en fait qui va chercher à dire j'ai quelque chose à te transmettre, écoute-moi. Et comme tu ne m'entends pas, Mm. alors regarde-moi. C'est justement là que je vais devoir faire la médiation entre les deux. Mais alors des fois, c'est un pugilat familial, hein. Des fois, on pense que les animaux ont toujours ce sens un peu paillette. Ah oui, je suis un petit animal trop Ouais. mignon, mais pas du tout. Combien de fois je me suis fait mais Ouais. pourrir en communication animale parce que je ne m'adressais pas à l'animal avec des termes proches de la royauté, hein, je ne citerai personne pour la Ah confidentialité. ouais. Oui, chez les chats Je suis généralement, sûre que c'était un oui, chat. chez les chats généralement, ils sont outrés qu'on s'adresse à eux ou alors qu'on les compare aux chiens de la famille, quoi. C'est non, on n'est pas sur. Il y a vraiment la notion de hiérarchie aussi chez les animaux et surtout dans certaines races. Je pense aux Ouais. Bengales, par exemple, qui eux Ouais. ont quand même un ego assez gonflé, quoi. Surdimensionné. Oui, voilà. Ah ouais, c'est drôle. Moi, je pense au Maine Coon aussi. C'est les chats hyper grands, là. Alors oui, ah Ils bah, tu s'imaginent vois, un petit peu comme ça. Je sais pas si t'en as eu. hier justement, j'ai eu une communication animale avec un Maine Coon et sans rentrer dans les détails de la consultation pour des raisons de confidentialité, bien évidemment, mais au tout début, le Maine Coon était, franchement, il était ignoble, hein. Il me parlait, mais comme si j'étais le sous-fifre, hein. Oui, mais Ah ouais. merci de t'adresser à moi. Regarde comme je suis beau, regarde comme je suis élégant. Tu me demandes ce que je pense du chat qui partage mon quotidien, le chat qui partage le quotidien, qui partage mon espace, que dis-je? Il est Ah moche, oui. il n'a pas la même prestance que moi. Donc il y a cette notion aussi d'ego finalement, si on peut appeler ça de l'ego, je pense, Mm. de considération Ouais. personnelle chez les animaux. L'objectif, ça va être donc d'écrire hein, tout ça, il faut retranscrire hein, ce que l'animal dit de façon la plus fidèle. Donc tu sais qu'à un moment donné, le gardien va lire que son chat a un ego surdimensionné. Mais qui te dit que chez le gardien, ça Mm. va pas créer justement une frustration ou un état d'énervement. Non mais attends, pour qui tu te prends? Je paye le veto, les croquettes, le toiletteur, et toi, tu es là à me dire que le chat qu'on a adopté, il est moche, et tu pars du principe que j'habite chez toi? Non,
Donc il faut Ouais. justement laisser parler l'animal, mais en même temps, faire comprendre au gardien que ce n'est pas parce que l'expression première utilisée est négative que l'intention de l'animal est négative. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit hier en déroulant le fil de la communication et en posant des questions de plus en plus incisives. Au final, on s'est rendu compte que le chat en question était immensément triste et qu'il n'avait pas fait le deuil d'un animal précédent au foyer et que du coup, l'animal aujourd'hui, le nouvel animal qui venait partager son environnement, n'était absolument pas le reflet de son ancien compagnon qui lui Hmm. manquait. Donc, on n'est pas sur quelque chose de négatif, Oh. mais il s'exprime différemment en fonction. J'ai remarqué qu'il y a quand même des critères de race. Un golden ne s'exprime pas de Ouais. la même façon qu'un Jack Russell, par exemple. Ah ouais, c'est dingue. C'est C'est incroyable. passionnant, je trouve. Moi qui adore les animaux, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de te poser 1 million de questions, mais Tu l'épisode peux? Oui, c'est ça. pourrait durer des heures. Ouais. Et niveau, peut-être qu'on dérive un peu, mais bon, c'est pas grave, j'ai trop envie de te poser des questions quand Vas-y, même. vas-y. Donc tant pis. Mais niveau des chevaux, parce que moi je suis complètement folle des chevaux depuis toujours. Et est-ce que tu peux nous dire aussi des choses à ce niveau-là, comment ils se comportent et aussi, je pense aux gardiens du coup des chevaux. C'est quand même une relation. C'est pas pareil qu'avec les chiens et les chats et avec les chevaux. Il y a quand même une relation qui peut être très forte parce que c'est assez impressionnant comme animal. Ils ont une grande force. S'ils peuvent, ils peuvent te tuer en un coup de cul. Ils te foncent contre un arbre et voilà. Enfin, ils ont un grand pouvoir. Et du coup, je me demande comment ils se placent, les gardiens qui viennent te voir par rapport à leurs chevaux. Alors, Comparé avec les chiens et les chats, quoi. oui. Alors, dans ce que tu dis, effectivement, on sent hein, que tu t'y connais déjà d'une et que tu es passionné parce que les gardiens ont exactement la même vision que toi sur l'animal qu'ils ont en face. Mm. Ils savent que le cheval est un animal très charismatique, euh, avec une force énorme, qu'elle soit tant physique qu'émotionnelle. Et on a toujours l'impression que finalement, le gardien de l'humain, c'est le cheval. C'est pas la relation inverse. En général, Oui. c'est les chevaux Mm. qui sont là pour veiller sur leurs humains. Mais étonnamment, enfin étonnamment ou pas d'ailleurs, en communication animale et selon ma propre expérience, hein, c'est quelque chose que j'ai constaté moi, mais le débat peut être ouvert, je trouve que les chevaux sont les animaux qui se rapprochent le plus du fonctionnement du cerveau émotionnel humain. Malgré justement leur grande force physique, ils savent qu'effectivement, ils peuvent te faire du mal. Mais c'est à chaque fois que je fais une communication animale avec un cheval, je pleure. C'est tellement sensible, hein. Mm. C'est tellement intelligent émotionnellement parlant. On n'est même pas dans l'expression des besoins primaires. On est tout de suite, moi je les compare un petit peu à des sages. Ils sont incroyablement intelligents émotionnellement parlant. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certaines pratiques, on se sert du cheval pour travailler sur les troubles autistiques, notamment auprès des enfants ou des adultes, parce qu'ils ont cette capacité émotionnelle d'entendre l'autre sans les mots et de pouvoir retranscrire ça avec de la douceur. Et alors, dans les mots qu'ils emploient ou les émotions qu'ils ont envie d'envoyer en fonction du canal utilisé en communication, j'ai rarement eu un cheval qui était dans l'agressivité. Il y a toujours un fond Mm. tu vois, il y a un côté très mélancolique aussi dans le cheval. C'est très poétique, en fait, au niveau de l'expression qu'ils ont en communication animale. Le chien, effectivement, tu vas être sur j'ai envie de jouer, j'ai envie de changer de croquette. Le cheval, ça va être mon humain vient moins me voir, je ne lui en veux pas. Je sais qu'il a besoin de se construire aussi de son côté. J'attends patiemment qu'il aille à son rythme pour qu'on puisse partager quelque chose ensemble. Tu vois, on est presque sur de la prose, tu vois, c'est Ouais. très poétique. Ouais. Ça m'étonne pas. C'est tellement majestueux, les chevaux. Et puis surtout, tu peux pas mentir. Je veux dire, quand tu ressens une émotion, par exemple le chien, t'es en colère, t'arrives, il te fait la fête et il est trop content de te voir et tu vois, il est tout le temps heureux. Enfin, souvent. Le cheval, c'est si tu fais la gueule,
bah, il te fait la gueule. Oui, C'est un miroir direct. complètement, oui. Et ça, c'est incroyable parce que tu peux pas mentir avec tes émotions quand tu es face à ces 500 kilos. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais c'est souvent effectivement ce que je retrouve dans les consultations. Il y a des problématiques avec le cheval et en général, c'est des problématiques en général, hein, c'est des problématiques qui font effet miroir. Et je sais que la Mhm. dernière fois, c'était un cheval, qui dans la carrière avait un souci de positionnement, hem et quand on s'intéresse du côté humain, on se rend compte qu'il y a aussi une problématique de positionnement vis-à-vis d'X ou Y chose. Mais c'est vraiment, il y a vraiment un effet miroir. Les chevaux, quand il y a des problèmes digestifs, on se rend compte que chez l'humain aussi, il y a une problématique digestive. C'est juste incroyable. Ouais, ça, c'est fou. Et est-ce que tu dirais que les chevaux sont comme nous? Enfin, par exemple, les êtres humains, je sais pas, il y a un truc qui passe pas dans notre vie, on n'arrive pas à digérer une information que quelqu'un a fait ci, et du coup, bah, on va avoir envie de vomir. Tu vois, le corps nous parle comme ça. Je sais pas, on va être hyper anxieux, on va avoir un manque de confiance en soi, ça va se loger dans les épaules Mmh. ou au niveau de la tête. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que quand on a un problème émotionnel, ça se déclenche dans le corps. Est-ce que tu dirais que les chevaux, ils ont ça aussi, à l'image des humains? Pas que les chevaux. Majoritairement, oui, effectivement, les chevaux, ça va surtout se centraliser sur des côtés un peu, des centres un peu névralgiques, ou des fourmures, des choses comme ça, qui vont tout de suite paralyser, en fait, et qui vont empêcher d'avancer. Donc, ça va être généralement les postérieurs ou les antérieurs. Mais sur les autres espèces animales également. Un petit peu moins, effectivement, logique, hein, sur l'animal sauvage, puisqu'il n'y a pas ce contact et cette proximité avec l'humain. Mais je sais que j'ai une de mes chiennes qui, effectivement, est le miroir. Je sais que quand je suis courbaturée des épaules, je sais d'où vient le stress. Ma chienne, c'est pareil. Elle est courbaturée des épaules aussi. Donc, c'est pas que chez le cheval, c'est vraiment chez les animaux, je dirais domestiques, Mhm. et peut-être plus particulièrement Ouais. les mammifères. Ça peut se retrouver aussi chez les oiseaux, mais plus particulièrement chez les mammifères non sauvages. Et on se rend pas compte en fait quand je vais dire quand on a une vie de moldu, quand on a une vie un peu détachée de l'énergétique et de tout ça, on se rend pas compte de tout ce que les animaux ont à nous offrir. Et moi, ça, je trouve ça hyper émouvant. Déjà que ça m'émeut très facilement les animaux, alors de savoir tout ça, j'ai limite envie de pleurer. Je trouve ça tellement touchant. Rien qu'hier, j'étais encore dans mon lit en train de m'endormir à penser au chien de ma mère. C'est un peu cucu la praline ce que je vais dire, mais je sais pas si ça le fait pour toi, mais quand je suis en contact d'animaux, je ressens un amour, mais j'ai l'impression que mon cœur il va exploser et j'ai l'impression de jamais ressentir ça dans ma vie, même, enfin, des fois avec des humains, mais j'ai l'impression que c'est plus fort avec les animaux, que mon cœur il prend tellement de place. Voilà, je sais pas si je suis seule à sentir ça, je sais pas si certains auditeurs le ressentent aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je sais pas toi, si tu ressens ça, justement, à faire autant de communication animale, tu dois ressentir aussi beaucoup cet amour pur qu'ils ont tout le temps à offrir. Alors, je dirais que effectivement, la principale chose que les animaux ont à nous offrir, et merci à eux de nous l'offrir, parce qu'ils sont même pas obligés, surtout quand on voit parfois nos comportements en tant qu'humains à leur égard. Oh oui. Oui, Mm. mais effectivement, quand tu as un degré de conscience qui est ouvert, je dirais, pour ne pas mettre de niveau à ça, quand tu as un degré de conscience qui est ouvert, enfin, tu es réceptif, effectivement, à ce que l'autre a à t'apporter. Et étant donné que l'animal n'a absolument aucune mauvaise intention, alors il y a des cas qui sont particuliers, hein, mais même chez les animaux dits réactifs, généralement derrière, c'est parce qu'il y a un traumatisme, pour la plupart humain. Mm. Donc ça, c'est encore un autre Mais sujet. oui. Mais effectivement, quand tu as cette conscience de ce que l'animal peut t'apporter, tu te gonfles, tu te nourris de tout cet amour. Par rapport maintenant à mes consultations, je vois tellement d'animaux et avec des problématiques toutes différentes. Je dois avouer quand même qu'avec le temps, je ressens un petit peu moins cet amour
Parce que comme je suis le canal entre les deux, je pars du principe que je n'ai pas à me nourrir de cet amour qui est dirigé vers le gardien de l'animal en question. Donc, Bien sûr. j'essaye d'avoir une position neutre. Je dis j'essaye parce que on est des humains, c'est pas toujours évident. Il y a des problématiques qui sont très lourdes, surtout vis-à-vis des animaux défunts qui s'adressent à leurs gardiens. Il y a plusieurs fois, je ne trouvais plus les touches de mon clavier parce que j'étais en larmes et j'ai eu la chance d'avoir une consultation avec un chien qui m'a expliqué ce que lui avait vu et avait pu constater sur l'après-vie. Et j'ai fait mes petites recherches parce que j'aime aussi apporter un côté un peu cartésien et scientifique à cet aspect-là. Et dans certains ouvrages de personnes que moi j'estime être quand même assez calées, on retrouve exactement les mêmes informations. Donc Hmm. c'est vraiment par rapport à l'éthique, moi je me nourris pas de l'amour, mais en vrai je pourrais parce qu'il n'y a pas de mauvaises intentions. Mais c'est juste que j'ai envie que le gardien prenne tout pour lui, quoi. Et tout. Oui. Ouais. Oui, je comprends. Ah oui, je me rendais pas compte aussi que ça faisait partie de la déontologie de la communication animale. De, d'avoir ce recul-là avec les animaux, c'est fou. Et est-ce que tu veux bien nous partager justement ce que tu as pu découvrir comme, comme qu'est-ce qui se passe en fait après la mort de l'animal Oui. et justement ce que tu as recoupé avec d'autres personnes voilà, que tu respectes. Alors encore une fois, hein, c'est une expérience qui m'est propre. Ça ne définit en aucun cas une stricte vérité. C'est juste que voilà, j'ai recoupé ce qu'on m'a transmis avec ce que j'ai pu trouver dans certains ouvrages. Le chien en question m'expliquait que donc là, faut appuyer sur le bouton ouverture d'esprit, hein, ok? C'est très Merci de prévenir. oui, C'est bien. ça peut un peu chambouler toutes les croyances, hein. Donc, on fait preuve de discernement, Trigger warning. c'est ça. On fait preuve de discernement, très chers auditeurs. Le chien explique que après la fin de l'enveloppe charnelle, donc la mort corporelle, voilà, moi je l'appelle comme ça, il va dans un espèce d'endroit qu'il faut imaginer un petit peu, il faut beaucoup l'imaginer, hein, puisqu'on ne l'a pas vraiment vu de nos yeux et on ne l'a pas expérimenté, donc c'est très imagé. Il faut imaginer qu'on est à l'accueil d'une clinique. Allez, pour le kiff, on va dire clinique privée. T'as, on n'est pas aux urgences quand même. Il y a pas, voilà, c'est quand même organisé. Mm. T'as l'accueil avec derrière des humains désincarnés, donc on va plutôt parler d'âmes, qui sont à la réception. Et de l'autre côté de l'accueil, c'est là où sont les âmes, que ce soit les chiens, les humains, tout le monde est un petit peu mélangé. Et c'est comme si tu prenais un ticket à la sécurité sociale, tu attends ton tour. Et les personnes, on va les appeler les infirmières de l'univers, hein, parce que je ne veux pas mettre de notion de paradis ou d'enfer. Les infirmières de l'univers, à un moment donné, s'approchent de l'âme en question, donc on va rester concentré sur le chien pour ne pas s'éloigner. Sauf que là, le chien expliquait que son temps d'attente était anormalement long et qu'il n'avait pas pu, comme on dit dans le jargon, passer de l'autre côté. Donc finalement, il n'y avait pas ce repos éternel, cette paix. Alors je D'accord. lui demande en communication animale, mais pourquoi? Comment tu expliques le fait qu'il y ait une attente, selon toi, anormalement longue? Et il m'explique que son gardien ne le laisse pas partir. Tant il a du mal à faire son Mm. deuil et tant il est triste de sa disparition physique, le chien a du mal finalement à passer de l'autre côté parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité de laisser son gardien se débrouiller seul finalement. Donc, en tant que messagère de l'invisible, j'ai dû prévenir le gardien. Je n'ai pas demandé au gardien de faire son deuil, j'ai prévenu en disant, voilà ce qui se passe. On fait état de la situation de façon factuelle, si je puis dire. Le gardien,
forcément très touchée par la situation de son animal, me dit: «Ah mais non, non, mais c'est bon, il faut le laisser partir, j'ai le sentiment de le retenir, finalement et de pas lui accorder le repos éternel, alors que c'est un chien qui a été adopté en association, qui a subi des choses horribles. Non, non, on y va, on le laisse partir, on y va». Donc là, je travaille un petit peu au niveau humain pour vraiment cadrer la consultation. On a quand même affaire à quelqu'un qui est en proie de fortes émotions. Donc c'est important de ne pas dire la consultation est finie, merci, au revoir. Il y a quand même ce suivi. Donc je lui explique les choses, voilà. Et je m'adresse au chien en lui disant de ce que ton gardien me dit, il est prêt pour que tu puisses trouver le repos éternel. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Donc le chien me dit ah bah oui, oui, ça fait je sais pas combien de temps que j'attends. Il faut arrêter de nous pleurer. Précisément. Oui, c'est ça. Enfin, même si Ouais. l'espace-temps finalement n'existe pas là-bas, mais pour eux, Ouais. il y a quand même ce temps de latence, tu vois. Et il me dit Mhm. voilà, il faut vraiment que vous ne nous pleuriez pas. On est encore là. Sincèrement, c'est juste que les humains ont du mal à comprendre que c'est l'enveloppe matérielle qui, soi-disant, est porteur d'amour, alors qu'en réalité, non, l'amour n'est pas matériel. Donc pourquoi est-ce que vous mettez la définition de l'amour dans un corps physique? Et pour les chiens ou les animaux en général, c'est toujours quelque chose de très compliqué à comprendre, parce qu'ils sont sur un autre plan de conscience. Mm. Donc je prends l'information, je ne réponds pas forcément à ces informations parce que ça serait un débat sans fin et qu'on ne m'a pas demandé de le faire, toujours en notant fidèlement ce qui a été dit. Et ensuite, donc le chien me dit, ok, c'est bon, je suis prêt à passer. Est-ce que tu peux venir avec moi pour agir en qualité de passeur? D'accord, bon, bah, pas de problème, je t'accompagne, je ne suis pas passeur, je t'accompagne. Et donc là, on passe de l'autre Mhm. côté de cet accueil, et il y a une dame habillée tout en bleu, qui a un espèce de pins. J'ai pas trop réussi à savoir ce que c'était, mais c'était un peu la marque de fabrique des professionnels de l'univers, tu vois. Et là, derrière l'accueil, il y a plein, plein, plein de couloirs. C'est des couloirs qui sont lumineux. Certains diront blancs, mais je préfère utiliser lumineux. Et en dessous ces couloirs, c'est vide. Il n'y a pas de mur. Tu vois, tu marches grâce au couloir, mais il n'y a rien en dessous. C'est le néant. Et donc, Mm. le professionnel de l'univers s'avance. Donc, nous, on le suit. Donc, il y a quand même cette notion de choix de couloir. Tu vois, le professionnel a déterminé que pour cet animal, c'est ce couloir-là qu'il faut. Donc, je les suis. Alors, moi, je suis complètement ahurie. Je me dis, mais ok, d'accord, bon, bref. Et au bout de ce couloir, il y a une fameuse porte. Et donc, le professionnel de l'univers se penche sur le chien. J'ai le sentiment, et là, pour le coup, c'est mon interprétation, mais il y a les mains qui passent au-dessus du chien et qui sont rapprochées de l'endroit qui a causé la mort matérielle. En l'occurrence, pour le chien, c'était une tumeur. Donc, le professionnel de l'univers se place au niveau de la tumeur et commence à gratouiller ou à enlever des trucs, je ne sais pas vraiment. Et elle donne un trèfle à 4 feuilles à l'animal. Bon, d'accord. Donc jusque-là, je me dis, Ok. ok Mathilde, Pourquoi? calme ton côté cartésien, pas d'interprétation. Tu notes ce qu'on t'envoie, mais tu n'interprètes pas. Donc le pourquoi, je peux même pas y répondre, tu vois. Et Mm. elle ouvre la porte, et là, elle dit bon voyage. Donc le chien rentre, moi je ne le suis pas. Déjà d'une parce que je n'y ai pas été invitée, et de deux parce que j'ai rien à faire là-bas. Et le chien m'explique, derrière chacune des portes se trouve l'endroit qui est propre à chacun. C'est la création de notre propre idéal. Donc, il m'explique que D'accord. derrière chaque porte, finalement, ce sera jamais la même chose. Certains vont avoir, si on reste au Mm. niveau des C'est animaux, un unique. champ, oui, voilà, un champ plein d'herbes vertes. L'autre va avoir une rivière, l'autre va être dans un bain de balles, tu vois, ça dépend vraiment de chacun. Mais Mm. c'est l'endroit unique qui appartient à chacun. C'est un peu le paradis, l'idéal de, euh, Ouais. de chaque Ouais. animal. Là où il peut reposer. Exactement. Et au fond de cette, en l'occurrence, c'était une clairière. Il y a une espèce de grande lumière, mais comme un puits de lumière. Tu vois, c'est pas quelque chose de divin ou qui apparaît par l'opération du Saint-Esprit. Tu vois, il y a vraiment le puits de lumière. Mhm.
Et le chien passe le temps dont il a besoin de passer dans son idéal. Et puis d'un seul coup, il se met à courir vers la lumière. Et là, on a l'impression que ça switch et plus rien. Donc, on Ok. peut, là pour le coup, on interprète parce qu'il faut l'expliquer aux auditeurs, mais on peut imaginer que donc l'animal est passé de l'autre côté et qu'il n'est plus dans cette phase de Ouais. salle d'attente finalement de cet hôpital. Et en me renseignant sur Hmm. les différents ouvrages, effectivement, alors j'ai plus les noms en tête, mais quelqu'un évoquait l'hôpital, ils appelaient ça l'hôpital des âmes ou la clinique des âmes, quelque chose comme ça, qu'on Ouais. pourra retrouver, je pense, facilement sur Internet. Mais Mhm. ce témoignage, sensiblement, se rapproche d'autres. Donc la découverte est juste Hmm. incroyable à constater. C'est C'est pas incroyable. une vérité Ouais. particulière, mais en tout cas, moi, j'ai choisi d'y croire. Et toi, quand tu vis cette expérience, t'es comment? T'es genre, t'as les yeux fermés, t'as les yeux grands ouverts. Comment ça se passe pour toi? J'ai les yeux ouverts parce qu'il faut que j'écrive sur mon clavier, mais c'est vrai que quand on débute Ouais. en formation, généralement, j'invite à fermer les yeux si le participant en a envie et s'il se sent bien, parce que ça te coupe un petit peu du sens matériel de la vue, tu vois. Oh, un papillon qui passe, oh, une mouche, oh là là, il y a Mm. une petite lumière qui clignote sur le micro-ondes, tu vois. Ça t'inhibe vraiment dans quelque chose Ouais. de plus cocon. Donc, mais avec le temps, Ouais. bon, j'arrive à avoir les yeux ouverts pour écrire en même temps que je reçois. Mais il n'y a pas de phase de latence entre le moment où je te raconte ça et donc que je le vis et le moment où j'écris. C'est d'une traite. Parce que j'ai constaté que si justement je mets un temps de latence entre ce que je reçois et ce que j'écris, ça peut déjà modifier ma Oui. perception. Oui. Et Bien donc sûr. l'éthique ne veut Bien pas sûr. qu'on Bah, modifie. oui. L'éthique ne veut plus rien dire sinon. Bah oui, bien C'est sûr. ça. C'est la parole Et, impeccable presque. et est-ce que tu sais si les chiens comme ça, ils peuvent se réincarner en autre chien ou ensuite, je sais pas, en humain? Je sais pas si c'est possible. Est-ce que tu as des témoignages de ça? Alors, j'ai des témoignages, oui. Maintenant, le sujet est tellement vaste et c'est pas ma spécialisation, donc je ne me risquerai pas à aller trop Ok. loin. Néanmoins, de ce que je pense moi, et uniquement de ce que je pense moi, euh, j'ai constaté qu'il y a effectivement des gardiens qui, lorsqu'il y a une disparition soudaine de leur animal de compagnie, euh, en adoptent un autre et retrouvent des similitudes avec l'animal de compagnie disparu, matériellement parlant. Oh, ben, j'ai l'impression de voir son regard. Ou alors, c'est étrange, je l'ai je l'ai adopté un an après le décès de mon animal, mais exactement le même jour, à la même date que le décès de mon animal. Est-ce que ce serait une réincarnation? Je pense pas, honnêtement, que ce soit une réincarnation. Je pense peut-être, par contre, que l'animal en question qui a disparu envoie un autre animal pour venir panser les Mm. blessures du gardien resté sur place et que pour que le gardien ait cette prise de conscience, va envoyer ce qu'on appelle une synchronicité, que ce soit la couleur Mhm. d'une pupille ou que ce soit un horaire, une date, un moment bien précis. Je suis pas certaine que ce soit exactement le même animal qui soit réincarné, le sujet de la réincarnation est juste immense à aborder et je pense qu'on Oui. n'a pas toutes les facettes. Donc je dirais que c'est plutôt les croyances de chacun. Donc moi je crois en la Mhm. réincarnation. Maintenant, j'ai pas assez de recul pour pouvoir dire est-ce que les chiens se réincarnent forcément en chiens? Je ne pense pas, en toute honnêteté. Et je pense pas non plus que les humains se réincarnent forcément en humains. Pour moi, c'est Mhm. assez libre, mais Oui. j'ai pas encore assez d'expérience Oui, là-dessus. bien sûr. Parce que des fois, évidemment, c'est juste des histoires qu'on se raconte. Je me dis, mais il y a des animaux, tu te dis, mais c'est pas possible, c'était un humain avant. Enfin, Oui, tellement intelligent.
C'est ça. Il a des réactions d'humain. Enfin, tu te dis, waouh, c'est complètement dingue. En tout cas, ouais, merci pour ce partage. Je trouvais ça trop hyper touchant, hyper mignon. Avec plaisir. Ça met beaucoup de baume au cœur. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de papoter. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager, aux auditeurs avant qu'on conclue cet magnifique échange? Tout à fait. J'aimerais rappeler, pour résumer un petit peu toutes les jolies choses qu'on s'est dites aujourd'hui, que lorsque vous êtes dans un moment de vulnérabilité, et n'appelons pas ça un moment de faiblesse, lorsque vous êtes dans un moment de vulnérabilité et que vous cherchez une aide extérieure, quelle qu'elle soit, faites toujours preuve de discernement entre ce qui vous correspond à vous personnellement. Ne laissez jamais quelqu'un vous dicter comment vous comporter ou comment penser parce que vous êtes vulnérable ou parce que c'est la spiritualité. Faites preuve toujours de discernement. Écoutez votre intuition et on a encore plus d'intuition quand on est vulnérable. Si quelque chose vous dit que ce n'est pas la bonne personne ou que cette personne n'a pas le bon comportement, choisissez-vous en fait et ne laissez pas faire tout cette tentative de manipulation sous couvert de la spiritualité. On peut ranger énormément derrière ces pratiques déviantes avec des actes qui peuvent être irrécupérables et irréversibles. Donc, même si vous êtes vulnérable, choisissez-vous, respectez-vous et ne laissez pas dicter comment la chose doit se passer. Et faites preuve d'éthique, bien évidemment. Bien sûr, toujours. Énergie, éthique, vibes. C'est ça. Merci pour ce partage et c'est tellement important de le rappeler, Mathilde. Ça devrait être comment dire. En fait, je pense que quand on travaille dans ce métier-là, on devrait tous signer, tu vois, comment dire, une charte. Une charte, ouais. Une charte d'éthique, enfin, absolument important. Je sais qu'avec l'astrologie, évidemment, ça n'a pas de grande valeur en soi, dans un sens, c'est pas reconnu par l'État, mais il y a, comme comment ça s'appelle, c'est Hippocrate qui avait fait ça. Le serment d'Hippocrate avec la... Justement, oui, le serment d'Hippocrate, c'est ça, le serment d'Hippocrate pour les médecins. Eh bien, en astrologie, avec mon prof Tristan Balguerie, d'ailleurs, avec qui j'ai fait un épisode sur ce podcast, on a justement toute une liste de choses à respecter en tant qu'astrologue. Par exemple, pas prédire la mort, les maladies, des trucs comme ça. Voilà. Toutes ces choses-là devraient tellement être plus cadrées. Mais c'est justement, je pense aussi, en ouvrant la parole et le débat là-dessus, que ça peut faire un peu, j'espère, progresser les choses, un peu avancer les choses à ce niveau-là. J'espère aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup Mathilde pour cet échange. C'était super cool. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Mathilde aussi, je mettrai dans la description du podcast comment te retrouver, tes réseaux sociaux, ton site web pour les gens qui se seraient intéressés juste de contacter et de connecter avec toi. Et n'hésitez pas à partager l'épisode, évidemment, s'il vous a plu, s'il peut être utile à quelqu'un qui, justement, peut-être est dans un moment de vulnérabilité. Likez l'épisode, vous abonner pour soutenir cette chaîne. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Puis à bientôt Mathilde aussi, peut-être pour un autre épisode. Qui sait? Avec plaisir.